Le titre de ce cours, c'est Stabilité des talus. Voici les documents de référence. Nous avons tout d'abord la géotechnique mécanique des sols, tome 2, Université de Liège, Robert Charlier, 2007. Ensuite, la mécanique des sols, stabilité des talus, note de cours, Université catholique de Louvain, de Lousberg, 1989. Les cours pratiques de mécanique des sols, plasticité et calcul des tassements, tome 1, de Coster et Singlera. Et des notes de cours de René Michel Faure, 2006, qui parle des méthodes de calcul en stabilité des points. Note de cours mécanique des sols de l'Université de Nantes. Le plan de ce cours, tout d'abord, nous allons voir une introduction sur la stabilité des talus. Ensuite, les talus infinis. Par après, nous allons voir les talus de hauteur limitée. Et ensuite, quelques considérations essentielles pour la conception. Et enfin, un cours sur la modélisation avec le logiciel GeoStudio qui est assez compact, assez robuste pour pouvoir déterminer les facteurs de sécurité d'un talus. On va regarder les talus infinis. Ce cas-là est un cas idéalisé de talus pour lequel la seule donnée géométrique à considérer est la pente. Ce cas est cependant applicable à l'étude des couches superficielles et revêtements de talus. Dans ce cas, il suffit que la profondeur d'intérêt soit suffisamment petite par rapport à l'étendue du massif pointu. Le mécanisme de rupture le plus intuitivement compatible avec la géométrie du problème, ce devrait être une translation d'une couche d'épaisseur constante sur un plan parallèle à la pente, située à une profondeur Z comptée depuis la surface. Si une couche de faible résistance se présente à une profondeur donnée, un mécanisme de rupture le long de cette couche sera préférentiellement étudié. En cas de massif de sol homogène, la profondeur la plus défavorable devrait être identifiée. Et en outre, si un talus infini est le siège d'un écoulement, ce dernier ne pourra se considérer qu'avec un gradient piezométrique de pente. Donc, c'est pour cela que dans le cas de ce cours, nous allons voir les méthodes quand il y a absence d'écoulement et quand il y a présence d'écoulement. Voici un exemple de rupture par translation où la ligne de rupture qui est la ligne critique qui sépare la masse supérieure instable, voici un exemple de masse supérieure instable, sur une masse inférieure stationnaire. Voici la ligne de rupture qu'on a ici. Et généralement, cette ligne de rupture est parallèle à la ligne en surface. Maintenant, nous allons travailler avec présence d'écoulement U différent de 0. Lorsque le talus infini est le siège d'un écoulement souterrain, U n'est plus l'une. La condition d'une surface piezométrique parallèle à la surface libre du talus s'analyse aisément. Au contraire du cas où l'eau est au repos, l'action de l'eau en mouvement dans le sol ne peut plus s'apparenter à la poussée d'Archimède et doit se déterminer explicitement plutôt par remplacement du gamma par gamma prime dans les équations d'équilibre. Vous avez le poids W, T et N, mais ce qui rentre en jeu, c'est la hauteur d'eau, MZ, cette hauteur-là, qu'on va analyser dans le cas de l'équilibre d'un talus infini partiellement saturé. Soit M, la fraction saturée de la tranche considérée au-dessus du plan de glissement potentiel. W est égal à 1 moins M par gamma H plus M par gamma SAT, le tout multiplié par ZB. La pression interstitielle U se détermine sur base du réseau d'écoulement. La pression interstitielle U agissant le long du plan de glissement potentiel s'obtient en évaluant la différence de côte le long d'une équipotentielle entre le point considéré et celui où la pression est nulle. Pour rappel également, le long d'une équipotentielle, pour autant que Z, l'axe Z des côtes soit orienté vers le haut, nous avons vu également que la hauteur H est égale à la pression interstitielle U sur le poids volumique de l'eau, gamma W, plus Z, qui est une constante. Et compte tenu que les lignes de courant sont parallèles à la pente, les équipotentielles lui sont perpendiculaires. Cette figure nous montre comment déterminer trigonométriquement la différence de côte entre un point de la nappe libre et un point du plan de glissement potentiel situé sur la même équipotentielle. Ce schéma à considérer qui nous donne dans la côte ici, c'est ce schéma qui nous donne la hauteur d'eau MZ à considérer.
Et ici, vous avez un schéma qui nous donne les différents types de forces qui sont appliquées toujours à la base du plan incliné. On peut déterminer la pression interstitielle qui est égale à mz gamma w cos carré bêta. Donc, le coefficient de sécurité dans ce cas-là, Fs, est égal à C' plus 1 moins m facteur de gamma plus m par gamma sat moins m gamma w, le tout multiplié par z par cos carré i tangente phi' sur 1 moins m par gamma plus m par gamma sat, le tout par z par sin i par cos i. Pour un sol pulvérulent, lorsque C' est égal à 0 et dont la nappe est affleurante, à ce moment-là, le M est égal à 1. Ce facteur de sécurité devient égal à Fs égal à gamma sat moins gamma W, le tout par tangente phi' sur gamma sat par tangente I. Et vous savez que gamma sat moins gamma W égale à gamma prime. Ça revient à dire que Fs égale à gamma prime sur gamma sat par tangente phi' sur tangente I. Nous avons vu pour les sols pulvérulents ces deux expressions. Fs lorsqu'il y a absence d'écoulement, tangente phi' sur tangente I. Fs lorsqu'il y a d'écoulement, gamma prime sur gamma sat par tangente phi' sur tangente I. Ces expressions peuvent se réduire à la moitié en présence d'un écoulement parallèle à la pente, car dans bon nombre de cas, gamma prime sur gamma sat est égal à 1,5.